Madame, Monsieur, l'électrification de l'Afrique est l'enjeu clé de sa réussite, qu'elle soit économique, sociale ou géopolitique. La population et l'économie de l'ensemble des pays africains n'ayant cessé et ne cesseront de croître au cours des dernières années, se pose alors la question du déficit énergétique qui peut constituer un frein au développement économique du continent. Ce déficit peut s'expliquer par l'absence d'infrastructures énergétiques, en particulier dans les zones rurales, et bien que celles-ci soient disponibles dans les grandes villes, l'accès à l'énergie demeure un luxe que bien peu d'Africains peuvent s'offrir. Ainsi, est-il légitime de réfléchir à un modèle d'électrification permettant aux foyers et aux entreprises africaines d'accéder à l'énergie à des prix abordables. L'Afrique et le pari de l'énergie renouvelable, vous l'avez compris, c'est le thème de votre éco-débat de ce jour, votre émission 100% dédiée à l'économie sur le continent africain. Soyez les bienvenus et vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui sur ce plateau. Nous recevons Monsieur Eddy Boro. Vous êtes le président de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. C'est bien cela? Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et avec nous sur ce plateau, Madame Yakiema Diabaté Kouyaté, vous êtes ingénieure en audit et contrôle de gestion, mais aussi et surtout responsable de l'entreprise Dynamique Technologies, spécialisée dans l'économie d'énergie et l'énergie solaire. C'est bien cela? C'est bien cela, merci bien à vous. Alors, Madame, Monsieur, nous parlons d'énergie renouvelable, mais en général, nous parlons d'énergie. Parlons d'énergie. Est-ce que les pays africains arrivent réellement à satisfaire la demande avec les productions classiques que nous connaissons? Monsieur Eddy Boro. Bon, je commencerai par le cas de la Côte d'Ivoire, parce que je suis ivoirien. Concernant le cas de l'Afrique, en général, je dis non, parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont un déficit de production ou qui en produisent moins. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes, je dirais même, excédentaires, parce que notre production aujourd'hui est estimée à 2200 MW et notre besoin de consommation tourne autour de 1500 MW. Et donc, concernant le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes excédentaires, mais l'Afrique, de façon générale, est déficitaire en production d'énergie. La Côte d'Ivoire, vous êtes excédentaire, donc ça veut dire que normalement, tout le pays devait être couvert, devrait avoir accès à l'électricité. Oui, j'ai parlé d'excédent. Vous avez parlé de production, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'accès à l'électricité, il y a d'abord les sources de production. Il faut produire l'électricité. Après la production, il y a le transport. Il faut pouvoir transporter cette électricité d'un point à un autre et par la suite, il faut pouvoir la distribuer. Donc, c'est en ce moment, vous savez que l'État ivoirien s'est engagé dans un vaste programme d'électrification. C'est de transporter cette électricité-là vers les populations. Donc, il y a l'électrification et il y a l'accès à l'électricité. Oui. Ce sont deux aspects bien différents. Bien différents, c'est deux aspects bien différents. Et deux aspects bien différents. Madame Yakiema, vous abordez ou vous travaillez sur un secteur particulier, la production d'énergie renouvelable, mais beaucoup plus le solaire. Oui. Alors, c'est parce que vous avez senti un besoin sur ce secteur-là que vous vous êtes lancé dans cette entreprise? Effectivement, c'est un besoin surtout en Afrique, parce qu'on nous dit qu'il y a encore plus de 50% de la population en Afrique qui n'a pas encore accès à l'énergie. Et donc, c'est important pour nous de nous inscrire dans ce secteur-là pour pouvoir permettre à des populations, surtout les plus démunies qui sont dans le milieu rural, de pouvoir avoir accès à l'énergie. Il le disait tout à l'heure, M. Boro, il y a la production, mais cette production est très disparate en Afrique. En Afrique du Nord, il y a près de 80%, 90% d'électrification. Mais en Afrique subsaharienne, il n'y a que 22,6%. Et donc, quand on fait la moyenne, il y a encore des populations et des populations qui restent dans le besoin de pouvoir avoir accès à l'énergie. Mais justement, qu'est-ce qui peut expliquer ces freins, ces limites à l'électrification du continent africain? Il y a d'abord la faiblesse des ressources africaines. Il y a aussi la disponibilité des sources de production. Et je dis principalement, c'est dû au manque de ressources, parce que les infrastructures énergétiques coûtent très cher.
Quand on évalue la construction, par exemple, le barrage de Soubré, c'est des centaines de millions que ça coûte. Et donc, à mon avis, le frein principal réside au manque de ressources. Mais quand vous parlez ici de ressources, ce sont des ressources naturelles, financières, humaines Non, ressources financières principalement. Ressources financières principalement. Je dis, Soubré, c'est plus de 200 milliards, il faut pouvoir mobiliser ces financements. Et puis, on parle aussi des sources de production. Peut-être on va arriver après, quand on va arriver sur les formes d'énergie. Principalement, ici, on est dans la source de production, on est majoritairement à la production thermique. Mais nous avons des barrages. Pour pouvoir construire des barrages, il faut disposer de cours d'eau. Donc il y a tous ces paramètres-là. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais in fine, la limite, elle se situe au niveau des ressources financières. Alors vous parlez tout à l'heure, principalement les États, les gouvernements s'engagent plus dans le volet de l'électrification à base de sources thermiques, les fleuves, les barrages et autres. Est-ce qu'en Afrique, le nucléaire est développé? On dirait le plus souvent, on voit le nucléaire développé dans les pays comme l'Asie et dans les continents comme l'Asie. Et donc, en Afrique, le nucléaire n'est pas assez développé parce que, comme il le disait tout à l'heure, il y a un grand manque de moyens. C'est vrai financiers, mais ces moyens financiers là, doivent soutenir, par exemple, des moyens infrastructurels. Et donc, ces moyens infrastructurels n'étant pas disponibles, il est difficile pour l'Afrique de s'investir complètement dans le nucléaire. Par contre, en termes de comparaison par rapport aux énergies classiques que nous utilisons en termes de limites, il faut dire que l'Afrique utilise pratiquement de l'énergie fossile à 80,5%. C'est-à-dire plus d'énergie fossile, alors que les énergies fossiles, ce sont des énergies épuisables. À un moment donné, ce sont des ressources qui peuvent ne plus exister. Alors, on peut se pencher dans ce cas vers les énergies renouvelables qui peuvent être des solutions palliatives pour pouvoir couvrir totalement le besoin en énergie au niveau de l'Afrique. Et justement, quand vous parlez d'énergies qui sont épuisables, quand on parle d'énergie renouvelable, est-ce que ce sont des énergies qui ne tarissent pas? Dans sa définition, c'est toute forme d'énergie qui se renouvelle assez rapidement après leur utilisation, ce qui leur confère le caractère d'inépuisabilité. Elles ont un caractère assez particulier, c'est qu'elles font usage des technologies à faible émission de carbone. Si on prend le cas de l'énergie solaire, vous voyez un peu ce renouvellement. Le soleil il apparaît le matin et pendant que le soleil brille, on capte un peu ces rayons pour produire l'électricité. Quand le soleil tombe, c'est fini. Heureusement que la technologie a prévu des mécanismes d'accumulation pour pouvoir accumuler l'énergie produite dans la journée. C'est ce qu'on peut restituer une fois le soleil est tombé. Et donc, c'est ce qui confère à cette forme d'énergie-là le fait que ça soit une énergie renouvelable. Donc, quand le soleil est là, vous emmagasinez, vous produisez le lendemain, vous avez la lumière du jour, vous reproduisez. Quand on prend le cas de la biomasse, c'est la transformation des déchets. Et donc, les déchets, vous en aurez toujours, contrairement à la source classique, aux sources de production fossile. Et justement, sur ce point-là, je reste avec vous. Quels sont les différents types d'énergie renouvelable qui existent et qui sont disponibles sur le continent africain? Vous avez l'énergie hydraulique, constituée des barrages. Vous avez l'énergie solaire, obtenue à partir du soleil. L'énergie éolienne, obtenue à partir du vent. Et la biomasse, obtenue à partir des déchets organiques. Et vous avez l'énergie géothermique qui est moins développée sous nos cieux parce que c'est l'utilisation de la chaleur pour produire l'électricité. Mais pour vous répondre concrètement, en Afrique, les formes d'énergie les plus répandues, il y a l'hydraulique, il y a le solaire,
il y a l'éolien et la biomasse. Ces 4 formes-là qui sont exploitées en Afrique. Ce sont ces 4 formes qui sont les plus exploitées en Afrique. En Afrique. Et vous, dans votre domaine, vous êtes spécialisé en économie d'énergie et énergie solaire. Vous ne faites que le solaire. Pour l'instant, je ne fais que le solaire. Parce que, en fait, le solaire a comme particularité d'être installé hors réseau. Et ça, c'est intéressant pour nous. Intéressant dans ce sens qu'on peut toucher les populations les plus reculées. On peut avoir sa petite installation en tant que citoyen lambda. On peut avoir un petit kit solaire et avoir le nécessaire en termes d'énergie. Et donc, nous investissons. En plus de cela, nous sommes, comme on le dirait, entre guillemets, nous sommes abondamment bénis par rapport au soleil. Et il n'y a pas de raison qu'on n'en profite pas exactement. Et donc, c'est sur les énergies solaires que nous sommes. Pour le moment. Oui, mais tout à l'heure, vous avez utilisé un terme des connexions hors réseau. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on peut avoir une petite installation qui n'est pas liée forcément à un grand réseau d'installation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une grande installation quelque part qui est la source principale qui permet de pouvoir alimenter des petits ménages et autres. Et on peut avoir une installation qui est conforme, par exemple, à un petit ménage qui a tous les équipements en matière d'installation pour pouvoir avoir accès à l'énergie. Et ça, c'est intéressant parce que l'accessibilité dont on parlait tout à l'heure, c'est lié à cela. Au fait qu'il faut qu'on ait des liens entre les sources réelles d'approvisionnement et les populations. Alors que l'énergie solaire vient à un moment donné répondre à cette inquiétude-là qui est de pouvoir permettre aux populations d'avoir des petits kits d'installation pour leur permettre d'avoir de l'énergie. Et c'est très intéressant. Alors, mais est-ce qu'il suffit simplement d'avoir le soleil pour bénéficier de ce privilège, de cette chance? Parce que récemment, lors d'un atelier, j'ai cru comprendre, pendant que 2 experts échangeaient, par exemple le cas du Sénégal, c'est vrai qu'il y a le soleil abondamment comme en Afrique, mais il se trouve qu'ils sont en bordure de mer et il y a l'humidité qui joue. Tout à fait. Donc il fait qu'ils ne peuvent pas exploiter l'énergie solaire comme il se doit. Il ne suffit pas que de soleil. Non, évidemment, il ne peut pas suffire que de soleil. On a la matière première qui est le soleil, mais il faut une transformation. Comme je vous l'expliquais, dans le mécanisme de production de cette forme d'énergie, il y a l'énergie qu'on capte et puis à partir d'un certain nombre de dispositifs technologiques, on peut la transformer en énergie électrique, c'est-à-dire il faut la produire, il faut la magasiner dans des accumulateurs en contrôlant les charges pour protéger les accumulateurs, ce qu'on appelle communément les batteries. Après, c'est du courant continu qu'il faut qu'il soit compatible avec le réseau et donc il faut utiliser des onduleurs. C'est tout un mécanisme. Et ça, cette transformation-là, donc il n'y a pas que le soleil. On a le soleil, il faut s'approprier du soleil, mais il faut faire une transformation. Bon, évidemment, pour le cas précis que vous venez d'aborder, évidemment que ce soit avec le soleil, l'énergie ou avec toute autre forme d'infrastructure, dès lors que vous êtes en bordure de mer, il y a des dispositions particulières qui sont prises. Voilà, donc il faut en tenir compte dans les installations solaires en bordure de mer. Je me souviens par exemple que nous avons réalisé une étude pour une installation solaire sur le pont de Grand Bassam, mais avec le partenaire technique en France, on a prévu faire un traitement à bord mer des supports pour ne pas qu'il soit atteint d'érosion. Voilà, donc c'est des dispositions en amont qu'il faut prendre. Des dispositions en amont, mais quand on vous entend, est-ce à dire que chaque zone de l'Afrique devrait avoir sa source d'énergie particulière? Quand on prend par exemple ceux qui sont au niveau du désert, on va le dire, au niveau de l'Afrique du Nord, est-ce que là-bas, ils vont beaucoup plus utiliser le solaire et le vent, contrairement à ceux qui sont situés en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est? Est-ce qu'il y a des affinités comme ça, si on peut dire? Bon, déjà, ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que là, on s'inscrit dans un investissement écologique. Le premier aspect qui doit nous guider, c'est que l'investissement, pour qu'il soit écologique, il faut qu'il soit d'abord rentable
et durable, pour qu'il soit qualifié d'investissement écologique. Et donc, c'est un choix qu'on fait en fonction de la rentabilité du projet. Mais ce qui doit nous guider, c'est la disponibilité de la source de production. Si vous vous retrouvez dans une zone où vous avez une bonne vitesse de vent et que vous faites une étude comparative entre une installation solaire et une installation éolienne, évidemment, vous ferez le choix sur la source d'énergie qui sera la plus rentable. D'accord. Et là aussi, il y a quelque chose qui me revient un peu. Là, ce n'est plus question de l'État, des gouvernements qui vont s'y impliquer. Là, maintenant, on a besoin que des privés, des investisseurs privés viennent dans ce secteur-là pour le développer. Est-ce que le cadre permet aux investisseurs privés de s'épanouir, de faire leur business tranquillement dans ce secteur-là? Le cadre devrait permettre effectivement aux investisseurs de pouvoir s'épanouir et de faire leur business. Mais il s'agit en fait de pouvoir faire la promotion effectivement de ces énergies-là, qui sont des énergies qui peuvent nous permettre de gagner en termes de coûts, qui peuvent nous permettre également de gagner en termes d'acquisition, je veux dire, d'infrastructures, qui peuvent nous permettre de pouvoir avancer dans le domaine. Et alors, être à l'aise suppose qu'il faut avoir un environnement qui sied, un cadre juridique qui puisse leur permettre effectivement de vouloir venir investir là. Et je pense que de plus en plus, on s'active à cela. Il y a que depuis un certain temps, la Banque mondiale est le plus grand soutien en matière d'encouragement et de financement pour tout ce qui est énergie renouvelable. Ça peut inciter les acteurs du secteur privé à pouvoir s'investir dans le domaine. Également que les promoteurs puissent avoir tout le nécessaire, j'allais dire, en termes de subventions pour pouvoir s'investir dans le domaine. Je vais parler par exemple de l'installation en elle-même. Cette installation nous demande, c'est vrai, d'avoir des panneaux solaires. Et généralement, la population, quand elle s'adresse à nous, elle dit « Ah, je veux seulement 2 panneaux solaires pour pouvoir alimenter telle chose. » Mais le panneau solaire n'est que, si on veut calculer, 10 à 15% de l'investissement réellement. Il y a tout un équipement qui suit, comme il le disait tout à l'heure, les batteries, les inverseurs, qui permettent de pouvoir transformer l'énergie captée en énergie utilisable. Et tout cela, ça demande beaucoup de choses. Et donc, les investisseurs privés veulent investir et il faut pouvoir les encourager et avoir un cadre, encourager les différentes COP. Mais au sortir de ces COP-là également, il faut pouvoir aller dans l'action que de rester dans les signatures des conventions et des textes. Au-delà de ces signatures-là, mais pour s'engager aussi dans ces entreprises, est-ce que les entreprises qui évoluent dans l'énergie ont des facilités d'accès au financement pour pouvoir se développer auprès des établissements bancaires et autres? L'accès de façon générale au financement n'est pas facile, n'est pas chose aisée, surtout en Afrique. Et donc, particulièrement dans un secteur innovant comme le secteur de l'énergie, c'est maintenant que nous sommes en train d'avoir, par exemple, en Côte d'Ivoire, au niveau du ministère de l'Environnement, un fonds disponible pour pouvoir accompagner les acteurs dans le secteur. Et je pense que c'est la même chose dans pratiquement tous les pays qui existent sur le continent. Ce n'est pas facile, mais justement, nous sommes sur ce plateau également pour pouvoir dire aux investisseurs, pour pouvoir dire à toutes les personnes qui s'engagent dans ce domaine-là, de pouvoir aider à ce qu'on puisse avancer dans l'exercice de ce métier-là, qui nous permet de protéger l'environnement, au-delà de tout. Et moi, je dirais également qu'il y a un aspect qu'on oublie, on met les fonds à disposition des gens, mais on ne parle pas trop de la recherche. On a découvert quelque chose qui est plus ou moins l'énergie renouvelable, ou sont les énergies renouvelables. Il faut pouvoir mettre des fonds à la disposition de la recherche. Comment pérenniser ces énergies-là? Comment pérenniser nos différentes installations? Plus on dit, oui, on veut créer le cadre, mais on ne fait pas attention à comment est-ce qu'on peut, dans l'avenir, rester efficace en termes d'énergie renouvelable. Je pense qu'il faut y penser. Et ça pourra nous amener à pouvoir avoir de bonnes solutions durables, comme on parle
objectifs de développement durable. D'accord, et sur ce point-là, j'ai cette question-là. Pour profiter justement de ces facteurs, de cette énergie solaire, de ces énergies renouvelables, quels sont les investissements nécessaires que les gouvernements doivent impulser au niveau de leurs différents États au niveau de l'Afrique? Selon vous, quels sont les investissements nécessaires? Bon, mais déjà, avant de répondre à la question, j'apporterai un appui à la réponse de ma collègue sur les financements. Vous avez évoqué les banques. Les banques même ne sont pas suffisamment sensibilisées sur la question d'énergie renouvelable. Et quand vous présentez un projet d'énergie solaire, le banquier même n'a pas une bonne visibilité de ces projets. N'ayant pas de bonne visibilité, évidemment, émettre des réserves sur ces projets. Maintenant, pour les questions de financement de façon générale, comme elle l'a dit tout à l'heure, il y a lieu déjà de voir le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire en Afrique, il faut trouver des mécanismes de stimulation de ces investissements. Et puis, voilà, il faut... à ce jour, aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, il n'y a que l'AFD qui, jusqu'à ce jour, a mis en place une ligne de crédit environnemental. Et la première phase était d'un montant de 20 milliards, mais c'était un peu pour toute la sous-région où vous présentez un projet soit d'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables qui peuvent bénéficier de ces financements. Donc moi, je pense qu'avant tout, c'est un cadre réglementaire clair qu'il faut mettre en place pour les États africains en vue de stimuler l'investissement. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Contrairement aux autres pratiques dans les autres pays, ici, on n'a pas encore la possibilité de réinjecter l'électricité que nous produisons dans le réseau public. Alors, je viens à Média, je vous présente un projet, je vous dis ça fait 10 millions, vous êtes partant. Mais vous vous rendez compte que vous pouvez être excédentaire dans la production. Il n'y a pas de disposition à l'heure actuelle, mais c'est prévu dans le code de l'électricité à l'avenir. Ça va se faire. Donc, quand je parle de cadre réglementaire, il faut que ce cadre réglementaire-là évolue très rapidement pour qu'on puisse stimuler les investissements et que les investissements-là soient adaptés aux besoins réels des Africains. Donc, jusqu'à présent, si nous comprenons bien, toutes les productions au niveau d'énergie renouvelable, énergie solaire, sont que pour des localités, des groupes, pour des particuliers. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un développe l'énergie solaire chez lui, sa production ne peut qu'être utilisée que par lui seul. Ah oui, il n'y a pas de circuit de distribution. Non, c'est pour lui seul. Je veux dire, en ce qui concerne les petites installations, en fait, l'installation se fait en fonction des équipements que le citoyen ou bien la personne utilise à la maison et qu'elle souhaiterait mettre sous le solaire. Et c'est en fonction de cela que nous faisons les installations. Et ces installations couvrent seulement cette petite partie-là. Voilà. Donc, celui qui utilise une énergie renouvelable, je prends le cas de l'énergie solaire, oui. Il est obligé en griffe de l'utiliser en alternance avec l'énergie classique qui est utilisée. Non, pas forcément. C'est-à-dire, il peut être un producteur indépendant. Quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, puisque c'est ce cas que nous connaissons le mieux, c'est notre pays, la production de l'électricité, par exemple, est libéralisée depuis longtemps. Vous prenez les producteurs indépendants comme, sans faire de publicité, Azito, Agreco, c'est des producteurs indépendants qui ont investi dans des structures de production, ils produisent de l'électricité qu'ils revendent à l'État. Et je parlais de cadre réglementaire. Aujourd'hui, il n'y a que le concessionnaire d'électricité officielle en Côte d'Ivoire, que vous connaissez, qui a le mandat de l'État de pouvoir distribuer et de commercialiser l'électricité. C'est en cela que je dis que si vous faites une installation ici, que vous êtes excédentaire, même à votre voisin, vous ne pouvez pas donner 1 watt, auquel cas vous serez en train de marcher sur le champ du concessionnaire. Et c'est ce cadre-là aussi que nous attendons qu'il évolue. Ça va stimuler beaucoup, ça va encourager les gens à investir.
D'accord. Nous parlons d'énergie renouvelable et dans cette première partie, nous avons parlé beaucoup plus de la production des énergies renouvelables. Nous reviendrons dans quelques instants dans la seconde partie et nous verrons comment est-ce que cette énergie est distribuée et comment elle peut être profitable à chaque citoyen sur le continent africain. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette seconde partie de votre émission Éco-Débat. Nous parlons aujourd'hui des énergies renouvelables en Afrique et avec nous sur ce plateau, nous recevons Madame Yakiema Diabaté Kouyaté. Vous êtes responsable d'une entreprise spécialisée en économie d'énergie et énergie solaire, Dynamique Technologies. Avec vous, et nous avons aussi Monsieur Eddy Boro, président de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Alors, madame, monsieur, dans la première partie, nous avons beaucoup mis l'accent sur la production des énergies. Dans cette seconde partie, nous allons maintenant voir comment est-ce que cette énergie-là arrive à nos entreprises, dans nos foyers sur le continent et comment cela peut être profitable et bénéfique aux populations. Alors, il s'agit de l'accessibilité, l'accès aux énergies renouvelables. Finalement, est-ce que ça ne revient pas plus cher que des énergies classiques? C'est clair que si on analyse d'une manière, ça peut revenir un peu cher en termes d'investissement. Mais si on analyse sur le long terme, avec tous les éléments qu'on prend en compte, on peut l'amortir au plus vite. Et puis, on peut également dire que il y a une petite concurrence en termes de comparaison. Alors, ce qui est intéressant au niveau des énergies renouvelables, aujourd'hui, de plus en plus, on parle de protection de l'environnement, on parle de protection de la santé même de l'être humain. Et l'avantage qui est capital, parce qu'il y a des coûts liés à la santé qu'il faut que nous fassions ressortir. Et l'avantage des énergies renouvelables, c'est de pouvoir contribuer à la protection de l'environnement, donc à la préservation de la santé de la population. Ça, c'est un élément important. Si on veut mesurer ce coût-là, on va dire que les énergies renouvelables nous permettent de pouvoir avoir plus économique. Et beaucoup plus économique, mais aussi, est-ce qu'on peut se dire que les énergies renouvelables sont la solution pour aider les États pour électrifier les zones fortement désenclavées? Oui, évidemment. Je vous ai décrit ici tout à l'heure toute la synoptique depuis la production jusqu'à la distribution. On parle de manque d'infrastructures. Évidemment, on produit l'électricité quelque part, il faut la transporter à partir des réseaux de haute tension, de moyenne tension, après la distribuer avec des infrastructures de basse tension. Et donc pour un pays par exemple qui n'a pas un taux d'électrification ou d'accès à l'électricité avancé, elle a parlé des pays maghrébins, ils sont à plus de 90% en moyenne. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on est autour de un peu plus de 70% pour les taux d'électrification et un peu plus autour de 80% pour le taux d'accès à l'électricité. Et quand on parle de taux d'accès, cela inclut aussi, vous prenez par exemple les réseaux de basse tension installés, partout vous voyez un poteau d'électricité, d'éclairage public, ça veut dire que l'électricité est arrivée et à partir de là, le citoyen peut se connecter. Ça rentre dans le champ de l'accès à l'électricité. Et donc, les pays africains vivent des situations différentes. Ici en Côte d'Ivoire, si j'ai bonne mémoire, les localités les plus éloignées des réseaux de transport, ce n'est pas à plus de 20-25 km. Mais dans d'autres pays, vous avez ces réseaux-là qui sont à plus de 100 km du réseau existant. À partir de ce moment, c'est une comparaison économique qui se fait. Comme elle l'a si bien dit, nous avons deux aspects. Il y a l'aspect économique et il y a l'aspect environnemental. Et aujourd'hui, je pense que l'aspect qu'il faut privilégier, c'est un choix. Hein? C'est un choix. Vous savez que nos politiques, ils mettent en place des actions de développement et c'est lié à un coût. Et si il faut apporter l'électricité dans une localité qui va vous coûter 100 millions et que vous avez une possibilité d'apporter cette même électricité en 50 millions, ça va de soi
que vous allez choisir la solution la moins chère. Mais les cas diffèrent. Et en Côte d'Ivoire particulièrement, c'est que l'électricité est la plus moins chère en Afrique de l'Ouest. Et ça, les gens ne l'admettent pas si bien. Le coût du kilowattheure, nous avons le tarif le plus bas en Afrique de l'Ouest. Donc évidemment, si vous faites une comparaison sur le plan économique entre une installation solaire et une installation classique, voilà, quelqu'un qui paye sa facture 100 000 francs, vous lui faites un devis de 5 millions, 10 millions, il ne vous prend plus au téléphone. Mais heureusement qu'il y a cet aspect environnemental. L'État ivoirien, d'abord, aspire à devenir un pays émergent. Être émergent, c'est s'inscrire dans une dynamique internationale. Donc l'État a pris la décision de faire la promotion du développement durable. C'est à juste titre que l'État a ratifié l'accord de Paris et a pris l'engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28%. Et justement, parmi les leviers dont dispose l'État, figure en bonne place l'énergie, notamment les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, mais bien souvent, je prends le cas du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de plus en plus, on voit quand même l'État prendre des initiatives dans ce sens. Quand on voit l'éclairage public dans certaines localités, on voit maintenant que l'éclairage public est doté de petits panneaux solaires, on voit les feux tricolores à chaque carrefour, maintenant il y a de petits panneaux solaires qui essaient de faire ce mix. Est-ce la solution ? Effectivement, les conventions ont été ratifiées et il faut passer à l'action. De plus en plus, on passe à l'action. En termes, dans nos populations, dans nos différents pays, comme le Sénégal, comme vous l'avez dit, le Burkina Faso, ces pays-là, je vais parler du Burkina Faso particulièrement, qui s'approvisionnent à partir de la Côte d'Ivoire en matière d'électricité. Et donc, les énergies renouvelables sont beaucoup plus profitables à ces pays-là. Ils l'utilisent à grande échelle. Ils l'utilisent également dans les milieux ruraux, qui sont les milieux les plus touchés. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est vrai qu'on utilise en partie les énergies renouvelables de façon globale en Afrique, mais il y a 87% de la population surtout qui vivent dans le milieu rural qui n'ont pas accès à cette énergie-là. Et donc, il est intéressant que pour ces pays-là, que les États, de façon générale, s'investissent, et c'est ce qu'ils font, pour trouver des moyens et des mesures palliatives pour pouvoir résoudre le problème de l'accès à l'énergie. Et de plus en plus aujourd'hui, par rapport à l'accessibilité, les villages, il y a des villages par exemple qui n'ont pas d'électricité et qui n'ont pas d'eau potable. Il y a la technique par exemple de l'hydraulique villageoise améliorée à travers l'utilisation des pompes solaires qui permet aux populations de pouvoir avoir accès, à partir de cette source d'énergie-là, de pouvoir avoir accès à l'eau potable et de pouvoir également réduire la charge de travail des populations. Et il est important de pouvoir se pencher sur ces cas-là. C'est vrai que l'énergie classique que nous utilisons, l'électricité classique que nous utilisons, a ses avantages et également est redistribuée, mais la redistribution a des limites et on peut pouvoir résoudre ces problèmes-là à travers les énergies renouvelables et donc encourager de plus en plus les pays et les acteurs, je veux dire, dans le milieu, de pouvoir se pencher sur les cas des populations. Et comment vous faites pour porter votre voix, pour faire comprendre aux décideurs, aux gouvernants, voici une solution adaptée aux besoins du continent? Alors, nous faisons porter notre voix à travers des associations, comme l'association dont M. Bourg est le président, qui promeut tout ce qui est énergie renouvelable et efficacité énergétique, qui essaie d'avoir un cadre pour pouvoir informer non seulement nous qui sommes les acteurs dans le milieu, mais aussi la population. Je demande qu'on en fasse plus, parce que la population ne sait pas exactement de quoi il s'agit. On le disait tout à l'heure, quand on dit du coup une petite installation, je vais juste mettre mon climatiseur qui fait 1,5 chevaux sous le solaire. On oublie déjà qu'avec un climatiseur, avec une consommation de près de 2500 watts, on va déjà débourser pas moins d'1 million. Et pour le citoyen lambda, c'est quelque chose de gros.
Et donc, et ce sont ces sensibilisations-là qu'il faut faire. Il faut pouvoir soutenir également l'action à travers les subventions. Il n'y a qu'aujourd'hui que sur les panneaux solaires qu'il y a une réduction de TVA de 9%. Mais au-delà des panneaux solaires qui existent, il y a tout un équipement qui accompagne les batteries, les inverseurs, qui accompagnent l'installation et qui doivent être également subventionnés de sorte à ce que les populations puissent avoir accès. Notre voie, c'est aujourd'hui ce plateau que vous nous offrez, de pouvoir dire aux investisseurs qu'ils peuvent investir dans le domaine des énergies renouvelables. Notre voie, c'est de pouvoir dire aux populations qui ont peu de moyens de ne pas hésiter à s'inscrire dans une dynamique d'installation de kits d'énergie renouvelable, de sorte que doucement, doucement, on puisse pouvoir avoir accès à l'énergie renouvelable, énergie classique comme la CIE. Et les deux en alternative, je pense que ça peut faire du bien à la poche de nos citoyens. Alors déjà, pendant que j'entends votre réponse, je pense un peu à un projet. On a vu le cadre en Côte d'Ivoire où pour faciliter l'accès aux nouvelles technologies a permis pendant une certaine période de défiscaliser le matériel informatique électronique qui rentrait sur le territoire ivoirien pour cet exemple-là. Est-ce que c'est une solution au-delà des panneaux? Est-ce qu'il faut réduire ou enlever les TVA sur tout ce qui constitue la chaîne, les batteries, les équipements et autres pour faciliter l'accès aux énergies renouvelables? Je dirais même que c'est un impératif. C'est la clé même du développement de cette forme d'énergie. Et cela fait partie de nos missions. Pour revenir de plein pied sur ce que vous avez dit concernant les gouvernants, mais les gouvernants, ils sont au fait. Les politiques énergétiques sont élaborées par l'État, notamment à travers les différents ministères de l'énergie. Pour le cas de la Côte d'Ivoire précisément, il y a eu un code de l'électricité qui a été voté depuis 2014 et qui prend en compte tous ces aspects. Nous, ce que nous souhaitons de vive voix, c'est de pouvoir défiscaliser totalement toute la chaîne. Pas de droit de douane, pas de TVA. C'est les pratiques qui ont cours dans les pays de la sous-région. Le Mali le fait, le Burkina le fait. Actuellement, ils ont pris des décrets spéciaux pour défiscaliser totalement ces filières-là pendant 5 ans, faire une évaluation et juger de l'opportunité de la reconduire ou pas. Et cela va régler beaucoup de problèmes. Chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je n'ai pas manqué. Ça va résoudre même la question de fraude. Vous prenez par exemple la fraude sur l'électricité en Côte d'Ivoire a une incidence. C'est près de 40 milliards de francs CFA par an que l'État paie. Prenez le sous-quartier à l'époque, si ce n'est rectifié, le sous-quartier d'Anoumambo par exemple, à son incidence sur la fraude est autour de 2 milliards 500 millions par an. Ce qui a amené la CIE même à pouvoir soutenir le FEMUA qui se déroulait à Anoumambo, de sorte à pouvoir sensibiliser cette population-là. Donc pour vous répondre concrètement, notre souhait c'est que la filière soit totalement défiscalisée. Et fort heureusement que toutes ces mesures incitatives-là sont contenues dans le Code de l'électricité qui a été voté depuis 2014, qui était en attente des décrets d'application. La bonne nouvelle que je peux vous donner, c'est la disposition de l'État ivoirien qui, depuis peu, a dédié un ministère spécial au développement des énergies renouvelables. Nous sommes reconnaissants au chef de l'État et à son gouvernement. Et depuis janvier 2018, il y a le dynamique ministre Abdrahmane Cissé qui est aux commandes, qui est en train de faire accélérer les choses au point où nous sommes étonnés même de la vitesse que la chose prend. Monsieur le ministre a décidé d'impliquer pleinement le secteur privé dans les actions à mener. Et moi, depuis près de 20 ans de métier, c'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'un ministère accorde une aussi importance dans le secteur au secteur privé. Pour vous dire, il y a eu le séminaire du pétrole et de l'énergie les 15 et 16 à Yamoussoukro. J'ai personnellement présidé la commission développement de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables. Donc, je dirais que les lampions
sont ouverts. Et nous attendons. Il y a beaucoup de projets qui sont en voie d'élaboration. Les 2 et 3 août au patronat, le ministre a soumis un projet d'électrification hors réseau. Pour votre information, dans les statistiques, il y a 78 000 campements identifiés en Côte d'Ivoire, plus de 78 000. Donc eux, ils vont faire l'objet d'un programme d'électrification hors réseau. Elle en avait parlé, quand on parle de hors réseau, c'est les zones qui ne sont pas desservies par le réseau existant. Donc pour ces localités-là, qui ne bénéficient pas d'urbanisation, parce que jusqu'à présent, pour les villages même qui ne sont pas électrifiés, les solutions solaires sont considérées comme des solutions de préélectrification. C'est-à-dire on peut mettre des panneaux. Donc jusqu'à présent, les formes qu'on a développées, c'est des panneaux solaires qu'on a distribués. Or, on peut avoir beaucoup de solutions. Il y a des solutions collectives où on peut faire des pico-réseaux, des mini-réseaux pour desservir tout. Et aujourd'hui, c'est un plan que l'État a mis en place. Et puis, quand on est ressorti du séminaire de Yamoussoukro, le ministre a exigé et il a mis en place un comité de suivi des actions, des résolutions du séminaire de Yamoussoukro. Nous allons repartir en juillet et le ministre a exigé que quand on va se retrouver en juillet 2020, il faut qu'on fasse le bilan. Il faut qu'il y ait un suivi. Donc il a mis un comité en place. Un comité spécial pour un comité tout ce de suivi, c'est la mise en œuvre des résolutions de Yamoussoukro et nous faisons partie de ce comité. C'est pour dire que les choses sont en train d'avancer à grands pas en Côte d'Ivoire. Et on voit l'implication des autorités, donc c'est un signal fort quand même pour dire que les choses avancent. Mais quand je reviens vers vous, investisseurs privés, quand vous voyez un peu ce champ dégagé pour vous permettre d'agir, comment est-ce que vous vous ressentez? On se sent très à l'aise parce que ça répond en fait à nos préoccupations. Et comme il le dit tout à l'heure, il y a que des voies sont ouvertes et ces voies, nous voulons être impliqués. Et aujourd'hui, à travers M. Boro, qui est président de l'association, nous pensons que nous pouvons aller loin et que ça va nous permettre de pouvoir nous investir réellement dans ce domaine-là, qui à un moment donné, on doute. On se demande, est-ce qu'on a fait le meilleur choix? Est-ce qu'on a fait le bon choix avec tout ce que ça comporte comme difficulté? Mais finalement, on se dit qu'on est sur la bonne voie et nous allons aller pour que l'Afrique soit dans un, je vais dire, totalement électrifié. Voilà. Mais justement, vous, dans toutes vos activités, dans vos projets que vous avez eu à monter, quel est le projet qui vous a le plus marqué? Quel était le plus impactant pour vous? Alors, le projet qui m'a le plus marqué, ça a été un projet avec Palmsi, qui est une des grosses structures de la place, qui nous a retenus pour des installations sur des ponts bascules. Et ça a été un projet très intéressant. Intéressant en ce sens que nous avons contribué à pouvoir stabiliser l'énergie, c'est-à-dire l'électricité, pendant les fortes périodes de production. C'est-à-dire que l'alternative des énergies renouvelables, du soleil de façon particulière, est très, 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 très important et à sa place dans le milieu de l'énergie. Et donc, nous avons contribué à cela, mais la demande est beaucoup plus forte au niveau des citoyens lambda. La demande est beaucoup plus forte. Notre demande est à 70% au niveau des foyers, qui nous appellent tous les jours et qui demandent qu'on puisse faire une petite installation pour leur maison, pour leur petite entreprise, de sorte à pouvoir supporter moins les coûts de la CIE. Mais malheureusement, les investissements sont encore lourds à ce niveau-là. Et le plaidoyer que nous avons, à travers tout ce que nous proposons, c'est qu'on puisse subventionner, défiscaliser, comme M. Boro le disait tout à l'heure, toute la chaîne pour permettre aux citoyens lambda de pouvoir avoir accès à ces énergies-là. Pouvoir permettre à chaque citoyen d'avoir accès à ces énergies. On a vu quelques innovations, quelques exemples de start-up
qui ont utilisé l'énergie solaire. Il y a quelques-uns qui utilisent les sacs des kits scolaires pour des jeunes enfants dans des zones vraiment très reculées. Il y a quelques-uns qui utilisent l'énergie solaire pour alimenter des petits centres de santé, des écoles. Toutes ces innovations, ces initiatives mises ensemble, comment est-ce que vous, en tant qu'association des énergies renouvelables, vous arrivez à les mettre ensemble pour que ça donne un impact plus fort sur la communauté? Bon, pour pouvoir les mettre ensemble, il faut pouvoir réunir tout le monde. La première limite, c'est que c'est des actions qui sont disparates. Donc il faut créer un cadre pour réunir un peu tous ces acteurs. Fort heureusement que le patronat a pour ambition de faire des champions nationaux. Le patronat a plus de moyens, a plus de voix qui portent. Donc, par des mécanismes qui sont mis en place, sont en train de détecter un peu tous ces champions nationaux, de sorte à pouvoir mettre en place une plateforme. Mais déjà, peut-être il faut que je vous donne l'information qu'au-delà de nos activités personnelles, au-delà de mes fonctions de président d'association, de sa fonction de chef d'entreprise, il y a une plateforme qui réunit un peu toutes les PME vertes, le Green Cluster PME Côte d'Ivoire. Nous en sommes membres tous les deux. Je suis le secrétaire général de cette plateforme et nous sommes en train de travailler. Voici cette plateforme-là qui s'offre à tous les acteurs qui s'inscrivent soit dans l'éco-activité ou les activités verdissantes. Il faut qu'en tant qu'Africains, qu'on apprenne à se mettre ensemble. Moi, j'ai suivi la première intervention du président de la BAD. Il a prononcé une phrase très forte que j'ai retenue. Il dit, celui qui veut aller loin, et qui veut aller vite, il va seul. Mais celui qui veut aller loin, il va en groupe. Et justement, c'est cette culture d'aller ensemble qui manque aux Africains. Et justement, tout à l'heure, vous venez d'évoquer quelque chose de particulier. Vous avez parlé de PME vertes. Là, on s'implique maintenant dans l'environnement, des questions environnementales. Quels sont concrètement les avantages des énergies renouvelables en matière d'environnement? Quel impact cela peut avoir pour nos communautés? Les impacts, on a cité quelques impacts à l'entame de nos propos, mais il faut dire que c'est surtout des impacts de protection de l'environnement. Parce que ce sont des énergies qui nous permettent qui ne se brûlent pas comme les énergies fossiles et qui ne produisent pas dioxyde de carbone qui ne sont pas très intéressants pour l'environnement. Également, il y a qu'au niveau de la santé, ces énergies-là peuvent contribuer également à la préservation de la santé des populations. Les populations utilisent beaucoup et je dirais que ces populations-là les utilisent peut-être sans souvent savoir quels sont les... Je prends par exemple une ampoule économique ou bien une ampoule tout court. Après utilisation, une population qui ne sait pas, elle se permettra peut-être d'avoir une autre utilisation ou bien de la jeter quelque part. Mais avec tout ce qu'il y a comme composante dans ces ampoules-là, peuvent être dégradables pour la santé des populations. Alors qu'avec les énergies renouvelables, ce sont des déchets comme on l'a dit. C'est seulement le soleil, c'est par moments le vent, c'est par moments des déchets végétaux, des déchets animaux qui nous permettent de pouvoir avoir ces énergies-là. Et donc, ça a un impact positif sur la population. Au-delà de ces aspects qui sont des aspects au niveau de la santé, il demeure encore des populations, des couches de population qui n'ont pas accès à l'électricité classique. Pour ces populations, qu'est-ce qu'il faut faire? De façon isolée, on peut installer des petits systèmes pour eux, de sorte à ce qu'ils puissent avoir accès, ne serait-ce qu'à l'éclairage. Ils puissent pouvoir brancher un appareil au niveau de l'irrigation, au niveau des champs, pour leur permettre d'avoir ne serait-ce que le minimum avant que l'électricité réellement ne puisse avoir accès à eux. Et donc, il y a c'est vraiment important et ça a des impacts très positifs pour la population. Voilà. Beaucoup de choses à apprendre, mais nous arrivons presque au terme de notre émission. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Quelles sont les clés qui devaient permettre de lever le développement des énergies renouvelables en Afrique?
Si vous devez proposer des solutions, des pistes, quels sont les leviers qui pourraient permettre le développement efficace et réel des énergies renouvelables en Afrique? Mais les leviers, c'est l'adoption de cadres réglementaires qui soient très incitatifs et au niveau, que ce soit au niveau législatif, pour pouvoir stimuler les investissements. Elle a noté tout à l'heure le bénéfice environnemental qu'aujourd'hui, je dirais que depuis les années 80, les spécialistes ont attiré notre attention sur les dangers et excès de notre consommation. C'est une réalité aujourd'hui que personne ne peut nier. Nous sommes face au défi des changements climatiques. Et donc, il y a cet aspect-là déjà qui doit nous guider. Ici en Afrique, il faut des cadres réglementaires. Et je parle du cadre de la Côte d'Ivoire que je connais. Il faut que ce cadre réglementaire-là, il évolue rapidement de sorte qu'il prenne en compte des mesures d'incitation financière, des mesures d'incitation fiscale, c'est-à-dire il faut défiscaliser totalement toute la chaîne, mais au-delà, il faut mettre en place des mécanismes de soutien financier, il faut mettre en place des lignes de crédit pour permettre aux PME locales d'émerger, parce que c'est un fait aussi. Il y a la technologie, il faut la développer et il faut faire aussi et mettre en place des mécanismes de promotion des PME locales. Pour conclure, je rappelle toujours qu'au-delà de l'aspect économique, il y a cet aspect environnemental-là qu'il ne faut pas perdre de vue. L'État a pris un engagement sur le plan international. Les spécialistes du ministère de l'Environnement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis d'une année de référence qui est 2012, où ils ont évalué le taux d'émission de l'empreinte de la Côte d'Ivoire. On était à 15 millions de tonnes équivalent CO2, c'est des thèmes techniques. Donc il fallait adopter deux scénarios. Soit nous maintenir dans notre mode habituel de production et nous retrouver à l'horizon 2030 avec 34 millions de tonnes de CO2 de 2012 à 2030, ou changer de paradigme, adopter les mesures d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, d'économie circulaire et nous retrouver à 24 millions à l'an 2030 au lieu de 34 millions. Voilà, donc nous vous remercions de nous avoir donné cette opportunité. C'est nous surtout qui vous remercions pour tous ces éclairages que vous nous donniez un peu sur les énergies renouvelables en Afrique. Madame Yakima Diabaté Kouyaté, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir et de partager votre expérience sur les énergies renouvelables. Merci à vous de nous avoir suivis et sachez que Éco-Débat, votre émission dédiée à l'actualité, revient pour vous sur tous les grands concepts économiques qui portent l'économie de l'Afrique. Agréable suite au programme sur nos antennes.